Bon, eh bien, bonjour, rebonjour et bienvenue à ceux qui s'ajoutent à nous pour cette deuxième journée de colloque. Donc, on est rendu au volet 4, la donnée en santé au sein d'un système public de santé, un bien commun, point d'interrogation. Donc, voilà, nous allons vous présenter une affiche. Encore une fois, vous le savez qu'on a une affiche scientifique, c'est la dernière d'aujourd'hui qui s'appelle, je ne sais pas si ça va être affiché, mais probablement dans quelques minutes là, que ça va arriver. C'est le citoyen et patient partenaire 4.0 par Sylvain Bédard, qui est un patient partenaire, et Geneviève David. Je tiens à souligner la présence de Madame David dans la salle et aussi qui était près de son affiche aujourd'hui, si jamais vous avez voulu lui poser des questions. Lors de la seconde pause, merci. C'est à moi de passer. Merci. Donc, à la prochaine pause de cet après-midi, Madame David sera présente. Alors, voilà. Comme vous le savez, vous pouvez scanner le code barre ou aller directement sur Bitly pour retrouver les informations de la fiche. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est Panorama des modèles de partage des données en santé. Nous avons plusieurs conférenciers, dont Anne-Sophie Hulin, qui est professeure à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi titulaire de la chaire Justice sociale et IA de la Fondation Abéona, ENS et Obvia. Et elle est accompagnée aussi de Pierre Legros, qui est étudiant au doctorat en droit à la faculté de droit en sciences politiques à l'Université Côte-d'Azur, qui a été notre stagiaire doctorale l'hiver dernier, en plein hiver, avec nous à l'Observatoire. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Alors, merci pour cette présentation. J'aimerais remercier les organisateurs pour la réalisation de cet événement qui, lorsque on est un doctorant qui travaille sur les données de santé, est vraiment une occasion unique d'écouter plein d'interventions sur son sujet. Mon intervention va essayer d'analyser un panorama des plateformes qui existent et qui partagent des données de santé au Canada et regarder un peu leur modèle de gouvernance des données. Alors, on a eu un bon teasing de cette présentation aujourd'hui et hier. On a parlé de données en silo, de plateformes et de lacs de données. On a démontré que la valeur de la donnée, elle dépendait notamment de son volume, mais aussi de la science ouverte, s'il fallait partager les données pour leur donner de la valeur et pouvoir les traiter correctement. Donc voilà donc le moment de regarder comment est-ce que ces données sont partagées au Canada. Alors, pour mieux comprendre le sujet, je vais suivre la méthode de questionnement classique, les 5W questions, en commençant par qui, quoi et pourquoi, donc les partages de données de santé, de quoi parle-t-on? Donc d'abord, la plateforme n'a pas de définition juridique propre. En revanche, on peut identifier des éléments caractéristiques d'une plateforme. Je parle là en termes généraux, pas des plateformes de données, mais des plateformes en général. Donc la plateforme, c'est d'abord un intermédiaire qui va qui constitue une interface technique, une interface numérique qui va mettre en relation des services qui sont délivrés par des tiers auprès d'un usager bien identifié. Donc ce service, ça peut être des données, ça peut être des informations, ça peut être des applications techniques. Le tiers, ce sera en général les hôpitaux ou encore l'assurance maladie, par exemple. Et l'usager prédéfini, ça peut être le médecin, le chercheur ou même le patient. Le partage des données de santé, il présente un avantage, un intérêt à partir du moment où les données elles sont massives, donc dans le cas du big data. Et ce partage, c'est l'action que l'on appelle aussi l'open data, donc c'est l'ouverture de ces données à l'ensemble des acteurs. Encore que ici, en matière de santé, cet open data, il est limité, il est restrictif, notamment lié aux règles de protection des données personnelles. Et ici, dans cette étude, je me suis limité aux plateformes d'intérêt général, de bien commun, puisque c'est le thème du colloque, et qui donc partagent les données de santé à des fins de santé publique, à des fins de recherche. Donc maintenant, je vais aborder le où. Comment est-ce que ces plateformes de partage de données de santé sont dispendues au Canada? On constate que
il y a déjà des initiatives qui existent à l'échelle fédérale. Il y a aussi des initiatives qui existent à l'échelle provinciale et au niveau des territoires. Donc sur les 10 provinces et les 3 territoires du Canada, on recense 7 territoires et provinces qui disposent d'une à 4 plateformes de données existantes. Par exemple, je peux citer notamment à Terre-Neuve et Labrador le Provincial Data Lab. À Québec, on a évoqué notamment hier Citadel, qui est la plateforme du CHUM. Il existe également Pares3 et d'autres initiatives. En Ontario, il y a la plateforme ontarienne des données de santé qui a notamment été créée pour le Covid-19, qui avait également été évoquée hier. Au Manitoba, on peut citer the Manitoba Population Research Data Repository. Au Saskatchewan, on peut citer le Health Research Data Platform Saskatchewan. En Alberta, il y a le Addiction and Mental Health Research Hub. Et en Colombie-Britannique, le Health Data Platform BC, HDPBC. Maintenant, le comment. Comment est-ce qu'on met en partage ces données de santé? Alors, il y a deux aspects. Un aspect d'abord technique et ensuite un aspect juridique. Sur l'aspect technique et fonctionnel, il y a en gros, pour un peu généraliser le propos, il y a deux types de plateformes de partage de données de santé. Il y a celles qui ne vont pas centraliser les données, donc qui vont laisser les données là où elles sont, par exemple dans les hôpitaux ou les autres organismes qui disposent de données de santé. Elles vont juste permettre aux chercheurs, aux médecins, aux personnes qui ont besoin d'accéder aux données de santé, de simplifier cet accès. Comme on a évoqué hier, l'accès il est compliqué, c'est une longue procédure qui nécessite plusieurs acteurs. Et là, la plateforme va servir de guichet unique en centralisant les demandes, en aidant, en accompagnant les personnes dans leur démarche d'accès aux données, et ensuite, sans pour autant solliciter les données en elles-mêmes. Les données ne vont pas transiter sur la plateforme, elles vont directement rester là où elles étaient. Ensuite, on a l'autre hypothèse, l'autre plateforme, où là, on va centraliser les données depuis ces différents acteurs qui possèdent les données de santé, et on va permettre à tous les acteurs qui ont besoin d'accéder à ces données de santé, d'y accéder via la plateforme. Donc là, cette fois-ci, on a une centralisation des données, on a un stockage de la donnée, et il y a aussi un traitement qui est fait sur la donnée. Par exemple, on va les ranger dans des catalogues différents, on va aussi les rendre beaucoup plus interopérables pour permettre un traitement plus facilité. Donc il y a vraiment un vrai travail qui est fait sur cette plateforme qui centralise les données de santé. Et donc, cela amène des questionnements juridiques par rapport à ces plateformes-là. Du point de vue de la transparence, la question est: est-ce que ces plateformes identifient le cadre juridique qui est applicable? Est-ce qu'elles disposent d'une politique de gouvernance des données? Et est-ce que, au-delà de son existence, est-ce que la plateforme elle est facilement accessible? Alors, il résulte de mon étude que le cadre juridique n'est pas toujours identifié par les plateformes, en tout cas pas apparemment sur leur site. Et quant à la politique de gouvernance, si elle existe, en tout cas, elle n'est pas nécessairement publiée. Ensuite, en matière de sécurité, beaucoup de plateformes arguent d'un argument de sécurité, d'une sécurité assez forte de leurs données, mais quand on creuse un peu plus, il faut se poser les bonnes questions. Qui a accès aux données? Dans quelles conditions? Pour quelle durée? Sous quel format ces données sont-elles accessibles? Et quelles sont les mesures de sécurité humaine, techniques et organisationnelles qui sont prises? Là, il y a peu moins de détails qui est fourni par les plateformes en l'occurrence, et qui normalement devraient être accessibles soit publiquement ou soit via la politique de gouvernance des données. Donc, comme on a évoqué hier, la confiance, elle n'est pas innée, elle se gagne. Et si les plateformes, elles doivent être certes éthiques by design, comme on l'a évoqué, elles doivent aussi être law by design et respecter le droit de la protection des renseignements personnels, notamment en respectant ces exigences de transparence et de sécurité. Donc, ils gagneraient notamment à renforcer ces exigences et à assurer plus de transparence et de sécurité dans les plateformes de partage des données de santé au Québec. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous et tous. Moi, je vais vous faire voyager. Pierre, qui est venu de France, nous fait voyager au Canada. Moi, d'ici, je vais vous faire voyager en Europe. Maintenant, pour vous montrer le mastodonte européen, comme on l'appelle actuellement, qui est l'espace européen des données de santé et qui est une plateforme notamment de données de santé qui va véritablement se démarquer à plein d'égards. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, pour peut-être, avant de commencer, je voudrais aussi, j'aurais peut-être dû en arrière, je vais un peu trop vite en besogne, mais d'abord remercier les organisateurs pour cette merveilleuse journée. Évidemment, merci évidemment pour toute l'organisation, pour l'invitation. C'est un immense plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et de vous présenter justement des recherches que je mène sur la gouvernance des données dans le contexte européen et particulièrement dans le contexte de la santé. C'est pour ça que
pour vous parler de cette plateforme européenne des données de santé, il me semblait absolument fondamental déjà de vous l'introduire dans son contexte politique, parce qu'on ne peut pas la comprendre véritablement dans son ambition, dans ce qu'elle veut être, si on ne la replace pas dans ce contexte. Et ce contexte, il a émergé, on pourrait dire, le 3 mai 2022, avec un texte déposé par la Commission européenne, qui est une proposition de règlement européen relatif à l'espace européen des données de santé, qui vise à encadrer l'utilisation des données de santé au sein de l'Union. Alors, un espace européen de données de santé, c'est un concept émergent qui vise, dans le cadre de l'Union européenne, à créer des écosystèmes autour de données sectorielles, notamment comme c'est le cas dans la matière de la santé, afin de véritablement libérer tout le potentiel des données. Chaque espace européen des données de santé se veut ainsi un cadre de partage en confiance, et j'insiste véritablement sur ce mot parce que c'est toute la texture de ces espaces européens de données de santé, parce que ça va être des cadres qui vont être bâtis autour d'objectifs de fiabilité, d'efficacité, de transparence, d'interopérabilité, de sécurité, et bien sûr des cadres qui vont être bâtis dans le respect des règles établies par l'Union européenne en matière de protection des données personnelles et en matière, bien entendu, de protection des données sensibles, comme c'est le cas en matière de santé. Ici, dans ces espaces européens de santé, on a donc cette logique de confiance qui est fondamentale, mais aussi on entre dans une nouvelle dynamique en matière de données. Fini l'ère de la seule protection, on entre dans une ère où on va créer une synergie entre la protection et l'exploitation des données. En réalité, ces espaces européens de données naissent d'une stratégie européenne qui est la stratégie européenne des données qui a été établie en février 2020. Cette stratégie européenne, elle vise véritablement à renforcer le positionnement du marché de l'Union européenne sur la scène globale à travers une plus grande exploitation des données. Alors c'est une stratégie qui ne se veut pas exclusivement économique, dans la mesure où l'Union européenne, avec cette stratégie, entend proposer un modèle d'économie de la donnée qui est alternatif, c'est-à-dire alternatif à la Chine et aux États-Unis, parce que c'est un modèle, certes, économiquement performant, mais surtout c'est un modèle économique qui entend profiter aux citoyens de l'Union européenne et qui entend également respecter les droits et intérêts des citoyens de l'Union européenne. Appliqué maintenant dans le domaine de la santé, un espace européen des données se justifie très aisément, notamment la possibilité de mutualiser des données à l'échelle de l'Union européenne va présenter, vous vous en doutez, des opportunités précieuses. Typiquement, si on prend la recherche sur les maladies rares, celle-ci s'avère très limitée quand elle est menée à une simple échelle nationale et donc sur quelques cas précis. Une telle recherche pourrait connaître des avancées beaucoup plus considérables si un partage transnational était dès lors organisé. De même, la création d'un espace européen des données de santé permet de lutter contre certaines pratiques qui sont socialement très discutables. On pense notamment à toutes les pratiques de monétisation des données médicales et de vie réelle pour accéder à des jeux de données suffisamment volumineux ou encore de qualité. Ainsi, on pourrait dire que c'est autant pour favoriser cette recherche, pour la recherche en santé, qu'éviter certaines pratiques, et par là donc bien véritablement promouvoir une vision de la santé comme bien commun, que l'espace européen des données de santé trouve finalement sa raison d'être. Alors, stratégie des données, février 2020, on est donc un mois avant la pandémie, et inévitablement la crise sanitaire a eu un effet majeur sur la mise en œuvre de cette stratégie. Notamment parce que la crise sanitaire, elle a mis en lumière l'importance d'un accès rapide pour les chercheurs à un large panel de données de qualité, que ce soit tant pour la gestion de la pandémie, pour le développement des traitements ou des vaccins, mais c'est aussi parce que la modélisation épidémiologique pendant la crise sanitaire, dans une Europe, et encore plus une Europe sans frontières, a été véritablement problématique, compte tenu de sa complexité, mais aussi compte tenu de la diversité des données qui pouvaient être collectées. Alors face à ces difficultés, la santé est véritablement apparue comme le domaine prioritaire, faisant de l'espace européen des données de santé le premier espace de données qui devait être déployé, et ce de manière urgente. Alors à présent, si on regarde un peu plus le contenu de ce qu'on appelle un espace européen de données de santé, celui-ci, pour vous le présenter, je dois vous dire qu'il repose sur une structure qui est bicéphale.
avec un premier pilier qui va porter sur l'utilisation primaire des données de santé via le développement d'un marché unique des systèmes de dossiers informatisés de santé, afin que tout simplement les citoyens européens aient facilement accès à leurs données, qu'ils puissent aussi partager plus facilement leurs données avec les professionnels de santé dans l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi que les professionnels de santé puissent améliorer leur prestation de soins grâce à une meilleure circulation de l'information relative aux patients. Le second pilier, et c'est sur lequel je vais véritablement me concentrer, repose sur l'utilisation secondaire des données de santé, qui constitue donc la mise en place d'un cadre cohérent, fiable, efficace parce qu'il est simplifié, d'accès et d'utilisation des données à des fins de recherche, d'innovation, d'élaboration de politiques, mais aussi de réglementation. Alors le premier pilier n'est pas nouveau en réalité, il continue le renforcement de la politique européenne de la santé qui était déjà initiée depuis plusieurs années, tandis que ce second pilier, celui qui va créer notre plateforme européenne des données de santé, constitue une nouveauté européenne qui va être conçue véritablement sur le règlement européen de la protection des données, le RGPD, mais qui s'inscrit aussi dans un nouvel arsenal juridique très important dans le numérique, avec 3 textes. Le règlement, le Data Governance Act, qui est le règlement sur la gouvernance des données, qui vient structurer le marché des données à l'échelle européenne. Vous avez ensuite le Data Act, qui est l'acte sur les règlements de données qui approche de manière plus opérationnelle le partage des données avec des obligations de partage et aussi des critères d'interopérabilité. Et bien sûr, le troisième texte qui est aussi en gestation, qui est la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, qui a un important volet sur les dispositifs médicaux. Maintenant, si on se concentre davantage sur la plateforme européenne des données de santé, c'est peut-être vous dire déjà que c'est parce que véritablement tout est à construire pour ce second pilier de l'espace européen de données de santé qui va donc donner naissance à une nouvelle plateforme, une plateforme européenne des données de santé, que la Commission a choisi de faire appel à un pilote pour mettre en place ce projet européen qui est pour l'instant à son stade de gestation pleine émergence. Un pilote qui va être initié, qui va réunir un consortium de plus d'une dizaine de pays et plusieurs institutions transnationales, un consortium qui va être leadé par la France avec son institution, le Health Data Hub, dont il a été fait mention hier par le professeur Ganassia. Au terme des partenaires, donc on a des partenaires nationaux, j'ai essayé de vous mettre une petite infographie qui vous montre justement les différentes institutions, mais on a aussi donc des instances européennes, l'Agence européenne des médicaments, et aussi des instances transnationales comme BBMRI, ERIC, qui est une infrastructure relative à la recherche pour les biobanques. Alors maintenant, si on devait brosser véritablement un portrait de ce que va être potentiellement cette plateforme européenne des données de santé, laquelle, j'insiste vraiment, se veut un cadre de confiance, mais aussi un cadre efficace pour accéder aux données de santé, je crois que 4 caractéristiques permettraient d'en révéler toute sa singularité. La première caractéristique, tout d'abord, c'est de dire que c'est un projet qui résulte d'une approche descendante. En effet, cette plateforme est une initiative qui est portée par la Commission européenne. Ce caractère descendant, notamment, va être exacerbé par l'outil juridique qui est choisi pour construire l'espace européen des données de santé, un règlement européen. C'est donc un texte d'application directe dans les droits nationaux, d'une part, et d'autre part, c'est un texte qui offre un très grand potentiel du point de vue de l'harmonisation des règles de droit entre les États membres. Donc on a un potentiel descendant sur 27 pays qui est en train de se mettre en place. C'est aussi ce caractère, cette harmonisation, elle est très importante car le projet européen va être véritablement porteur d'une vision de la santé. Cette vision, c'est évidemment considérer la santé comme un bien commun. Et d'ailleurs, une vision que l'on mesure dans les finalités qui sont choisies, les finalités admises et les finalités prohibées pour lesquelles les acteurs vont pouvoir demander un accès aux données. Notamment, si on regarde l'article 33 de ce règlement, en termes de finalités autorisées, on a une liste restrictive, élaboration de politiques publiques, la recherche, le développement de l'intelligence artificielle pour l'innovation ou encore le développement de produits de santé. En termes de finalités interdites, on rencontre toute pratique discriminante contre des personnes,
les publicités commerciales ou assurances, ou encore le développement de produits dangereux. Toutefois, même si on a une très forte approche descendante, celle-ci, je voudrais qu'on la modère dans la mesure où l'enrichissement des catalogues des données de santé se fera essentiellement sur la base d'un altruisme des données, c'est-à-dire sur un partage volontaire et gratuit par les personnes de leurs données de santé, altruisme des données qui est un concept émergent et qui nous vient du règlement sur la gouvernance des données. Deuxième caractéristique de cette plateforme, c'est son caractère transnational. On l'a vu déjà avec le pilote, qui est lui-même transnational, mais transnational dans son contenu aussi, puisque la plateforme européenne des données de santé se veut un système d'accès transnational simplifié, unifié, puisqu'un formulaire commun d'accès est en cours d'élaboration à des bases de données constituées au niveau national, mais au niveau transnational, comme des bases de données qui sont constituées par, je citais notamment BBM et RAI. Donc, on va avoir une plateforme qui va regrouper différents catalogues de jeux de données nationaux, transnationaux, accessibles à tout utilisateur qui en ferait la demande sur le territoire de l'Union européenne, par l'intermédiaire de points de contact nationaux qui doivent alors statuer sur l'autorisation d'accès ou non. Troisième caractéristique qu'il faut mettre de l'avant, ça rejoint un des critères soulevés par Pierre, c'est notamment le caractère décentralisé de cette plateforme. Décentralisé peut-être déjà dans la gouvernance parce qu'il y a des points de contact nationaux, mais surtout décentralisé d'un point de vue opérationnel, puisque le projet pilote prévoit à date une architecture basée sur un réseau fédéré peer-to-peer où les données de santé vont circuler entre des nœuds et aussi où chaque nœud va fonctionner de manière indépendante les uns des autres. C'est donc bien un système décentralisé qui a été choisi, notamment parce que certains des partenaires du consortium fonctionnent déjà sur un tel système. Je pense notamment à Elixir. Et par opposition, justement, à une architecture qui serait centralisatrice, c'est-à-dire client-serveur. Ici, ce modèle-là est choisi pour des garanties, notamment d'efficacité, de sécurité et certainement aussi de respect de la vie privée. Quatrième et dernière caractéristique, et non la moindre, c'est le caractère ambitieux de ce projet, car l'objet de la plateforme est de fournir véritablement un cadre fiable pour un accès sécurisé à un très large éventail de données de santé et pour le traitement des données de santé. En effet, si par curiosité vous avez le goût de lire ce texte, je vous renvoie à l'article 33 qui dresse une liste assez longue des différentes données qui pourraient être intégrées dans cette plateforme. Alors je vous en donne un petit aperçu. On va retrouver évidemment les données issues des dossiers médicaux partagés qui vont être collectés grâce au pilier 1 justement de l'espace européen des données de santé. On va y retrouver les données ayant un impact sur la santé, y compris toutes les données qui vont avoir un impact sur les déterminants sociaux, environnementaux, comportementaux de la santé, les données administratives liées à la santé, bien entendu, les données d'identification relatives aux professionnels de la santé, les données comprises aussi dans les registres de services publics. On a encore des données de santé électronique provenant de registres médicaux pour des maladies spécifiques, provenant d'essais cliniques ou provenant aussi des dispositifs médicaux et des registres de médicaments. Et puis, bien sûr, on a des données avec un plus fort degré de sensibilité, telles que les données génétiques et les données génomiques. Alors, 4 caractéristiques qui donnent une ampleur tout à fait singulière à ce projet, car s'il aboutit, il sera véritablement la plus grande plateforme de données de santé, puisqu'elle elle devrait porter sur 27 pays, plus des instances transnationales. Alors, pour conclure mon propos, je terminerai tout simplement en vous mentionnant que ce projet pilote, qui se veut véritablement la première version de la plateforme et puis qui se veut aussi un test de faisabilité, va fonctionner aujourd'hui sur la sélection de 5 cas d'usage. Notamment, il y a un premier cas d'usage qui est lié au risque de troubles de coagulation après une infection Covid-19 qui va analyser des données des patients danois, finlandais, croates et français. Ou alors, on a un autre cas d'usage qui a été retenu où des chercheurs lieront des données belges, hongroises, danoises pour reconnaître les signatures génomiques caractéristiques de différents types de cancers colorectaux. Même si ce pilote a officiellement été lancé tout simplement le 12 octobre 2022, donc on est au cœur de l'actualité aujourd'hui, des premiers résultats vont être attendus dès le printemps 2023. Ceci s'explique par le fait que le pilote se veut véritablement aussi le laboratoire normatif pour l'adoption finale de la proposition de règlement,
puisque dans la mise en œuvre du pilote, il est attendu justement que le consortium fasse des recommandations à la Commission européenne pour l'amélioration de la proposition de texte, ce qui est une démarche assez nouvelle, je vous dirais, de la part de l'Union européenne. Alors, d'ici là, encore un peu de patience, mais l'année sera certainement riche de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci, Pierre, pour une présentation quand même excellente. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des plateformes numériques en santé. Donc, comme je le mentionnais, nous sommes au volet 4 et nous allons passer maintenant au niveau de la thématique le soin, du système à la donnée en santé. Et pour nourrir justement nos réflexions, nous avons la frontière entre la norme et l'anormal, quelques angles morts des données en santé. Le tout sera animé par Daniel Weinstock, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université McGill. Donc, on va avoir la session avec Joanne Collin, suivie d'un propos avec Daniel Weinstock, et aussi une petite vidéo de Frédéric Worms, qui est philosophe à l'École normale de Paris. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous tenez encore le coup. Alors, je vais vous expliquer comment vont se passer ces prochains moments que nous allons passer ensemble. Dans quelques instants, je vais inviter Joanne Collin à prendre la parole, venir au lutrin. Joanne est professeure à la faculté, au département de pharmacie de l'Université de Montréal. Ensuite, un moment qui va énormément me faire souffrir, nous avons pu avoir la collaboration de Frédéric Worms, qui est un philosophe français qui, contrairement à notre invité d'hier, n'a pas pu se rendre à Montréal. Nous avons donc enregistré un échange entre votre humble serviteur et le professeur Worms, ce qui va être un moment de supplice extrême pour moi, parce qu'il va falloir que je m'assoie dans cette chaise et que je fasse quelque chose que je n'aime pas du tout faire, c'est-à-dire m'écouter et m'entendre pendant une quarantaine de minutes. Quand on demande à deux philosophes de faire une vidéo de 20 minutes, ils comprennent évidemment 20 minutes chacun. C'est la moindre des choses. Et donc, ça donne ce que ça donne. Et je vais ensuite clore avec des réflexions générales sur l'ensemble des idées qui auront été émises lors de la présentation du professeur Collin et de notre échange avec le professeur Worms. Alors, voilà comment tout ça va se passer. La longueur de ma présentation fait probablement de sorte que je suis en train de réduire la probabilité que nous allons pouvoir faire une pause. Non? Non? Tout va bien, tout va bien. Et donc, sans plus tarder, je vais inviter Joanne Collin à prendre la parole. Bonjour tout le monde, merci Daniel. Merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. Ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que je ne travaille pas du tout sur le numérique et donc je ne suis pas du tout une spécialiste du numérique. En fait, je suis sociologue et historienne de la santé et du médicament et c'est un peu à partir de mon regard profane sur le numérique, mais de regard un petit peu plus expert sur la sociologie de la santé, que je vais aborder cette présentation-là. En fait, il y a un certain nombre de questions, je pense, qui ont été abordées déjà sous différents angles. Peut-on appréhender de manière directe ce qu'est la santé à travers les datas? Jusqu'à quel point les données en santé révélées à travers le système de santé représentent-elles la réalité? Comment sont-elles emblématiques de notre conception contemporaine, mais relative de ce qu'est la santé? Et quels en sont les angles morts? C'est un petit peu de ces questions-là qui m'ont inspiré, mais évidemment, je n'ai pas de prétention à y répondre complètement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'autre par rapport à la présentation précédente, plus de l'ordre sociologique. Donc, le plan de ma présentation, j'ai appelé ça une affaire de frontières parce que j'aime bien ce concept de frontières, je m'en sers souvent en fait dans mes réflexions. Et donc, la première trame de ma présentation, on va regarder le déplacement de la frontière entre le normal, le pathologique ou normal et l'anormal et tout le phénomène de médicalisation qui a été un petit peu évoqué ce matin par une des questions qui a été posée au présentateur. Ensuite,
porosité de la frontière entre sphère médicale et sphère sociale et tout le phénomène de pharmaceuticalisation qui accompagne ça. Et finalement, effacement de la frontière entre vie privée et espace public. J'ai mis espace social, mais plutôt espace public. Et toute la question de la santéisation, c'est-à-dire de la quête de la santé parfaite. Donc, c'est en fait 3 grandes trames qui sont des grandes tendances, finalement, des transformations de notre rapport à la santé dans les sociétés occidentales contemporaines. Et je pense que ça constitue un peu la toile de fond aussi sur laquelle, dans le fond, le numérique est en train de se déployer. Donc, première trame, déplacement de la frontière entre normal et pathologique ou normal et anormal. J'ai intitulé la diapo « La santé du silence des organes à la santé parfaite ». Il y a un chirurgien assez éminent français qui s'appelle René Leriche qui avait dit au début du 20e siècle « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». C'était un peu une façon un peu poétique de définir la santé. Mais au travers du 20e siècle et depuis, en fait, il y a une conception très différente, en fait, de la santé qui est un phénomène très relatif, qui a émergé. Et il y a 2 changements épistémologiques majeurs au 20e siècle qui me semblent importants pour comprendre, en fait, comment c'est reconceptualiser la notion de santé. Le premier, c'est la redéfinition de ce qu'est la santé par l'Organisation mondiale de la santé en 1946, non pas comme une absence de maladie, mais comme un état de bien-être complet, total, physique, psychique et social. Deuxième transformation épistémologique, l'émergence, avec la santé publique au début du 20e siècle, d'une nouvelle médecine fondée sur la surveillance des populations normales. Donc, 3 termes importants. Surveillance dans la perspective de Michel Foucault, plutôt comme étant un élargissement, en fait, du regard médical du chevet du patient jusque dans la sphère publique. Population, autre terme important, parce que c'est l'actualisation d'une pensée populationnelle, donc épidémiologique, qui va prendre beaucoup d'ampleur tout au long du 20e siècle et depuis. Et finalement, normal, parce que dans le fond, ce qu'on va voir, c'est la reconceptualisation du couple santé-maladie, non plus comme des variables dichotomiques, c'est-à-dire soit on est en santé, soit on est malade, mais plutôt comme des variables continues, dans le fond, qui s'inscrivent par rapport à la courbe normale. Donc, il y a toute une série de transformations, en fait, qui sous-tendent cette reconceptualisation-là. L'institutionnalisation de l'épidémiologie, comme j'ai dit, qui va, à partir de la Deuxième Guerre mondiale et après, dans le fond, épidémiologie multipliée avec la santé publique, dans le fond, les enquêtes de population pour cibler des populations à risque et cibler aussi des facteurs de risque de différentes maladies. Donc, phénomène qui va s'accélérer à partir de là. Développement, évidemment, de la médecine préventive et prédictive, qui est certainement une bonne chose, mais on va voir quand même qui est une tendance, finalement, une aspiration, dans le fond, de la médecine à faire mieux que bien, en fait. Donc, à toujours raffiner les outils à partir desquels elle va pouvoir mesurer les risques et intervenir aussi, diagnostiquer et intervenir dans le champ de la maladie ou de la pathologie. Et il y a aussi l'essor de l'industrie pharmaceutique. Il y a tous ces phénomènes-là qui convergent et qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une transformation, donc, comme je disais, d'une perspective clinique fondée sur une dichotomie entre santé-maladie à une perspective populationnelle fondée sur une distribution de variables continues. Donc, dans le fond, on va de plus en plus diagnostiquer, par exemple, les maladies chroniques à partir de l'établissement d'un niveau de risque. Dans le fond, on voit la courbe normale. Et donc, de risque, on va établir comme étant élevé, modéré ou faible. Et à travers ce processus-là, dans le fond, on va de plus en plus avoir tendance à abaisser les seuils à partir desquels on intervient finalement au niveau médical pour prévenir, en fait, jusqu'à un certain point, l'apparition même des maladies ou en tout cas pour intervenir dès les signes avant-coureurs des maladies, en particulier des maladies chroniques.
Donc, l'exemple, par exemple, de l'hypertension est un cas tout à fait intéressant. On voit, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit, là, mais par exemple, d'après les guidelines américains, on voit qu'en 2007, on considère que la pression artérielle normale, c'est une pression qui est entre 120 et 130 mg de mercure, et qu'une pression optimale, c'est moins de 120 sur 80. Et là, plus de 130, on est déjà dans une zone de risque, on est déjà dans une zone de pré-hypertension. D'ailleurs, on va commencer à parler de pré-hypertension comme étant un stade à partir duquel il faut commencer à intervenir médicalement, et ainsi de suite. Et en 2017, donc 10 ans plus tard, on se rend compte qu'on a abaissé les seuils et que maintenant, la pression qu'on considère comme normale, c'est celle qui est en deçà de 120 sur 80, et que celle qui est entre 120 sur 80 et 130, elle est plutôt considérée comme de la pré-hypertension. Et après, on a des stades 1, 2, 3, etc. Et donc, en fait, il y a un sociologue qui s'appelle David Armstrong qui dit une très jolie phrase pour un peu illustrer ce phénomène-là. C'est « The problem is less illness per se, but the semi-pathological pre-illness at risk state ». Donc, on est vraiment dans l'anticipation, finalement, du développement des problèmes de santé. Et Charles Rosenberg, qui est un médecin, pas un médecin, mais un historien de la médecine qui est très connu, qui parle de protopathologie, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir de plus en plus donc, de diagnostics très fins qui considèrent des stades légers de problèmes comme étant, dans le fond, des pathologies en soi, par exemple la dépression légère, la dysfonction érectile légère, la préhypertension, etc., ce qu'on appelle mild cognitive impairment, qui est comme un peu la porte d'entrée de la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, on va voir tout ça arriver, dans le fond, et on peut se demander par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à toute la capacité qu'on développe et qu'on a de plus en plus de mesurer très, très finement les risques de santé, et en plus donc d'avoir des outils diagnostiques très, très fins aussi. Dans quelle mesure on ne va pas encore aller plus loin dans le fait de considérer ou de concevoir la maladie ou la pathologie comme une déviation numérique par rapport à une norme, par rapport à la normale. Et dans tout ce processus-là, le médicament, ça devient un dispositif qui est mobilisé autant par l'anticipation de la maladie que par la guérison ou le contrôle de la maladie. Donc, on va de plus en plus recourir aux médicaments, dans le fond, en guise de prévention par rapport au développement de toutes sortes de problèmes de santé. Et ça m'amène à mon deuxième point, en fait, celui de la porosité entre la frontière entre la sphère médicale et la sphère sociale. Parce que le médicament, dans le fond, c'est certainement un des angles morts potentiels des données en santé. On sait que, bien, évidemment, c'est au cœur de la thérapeutique courante. Il y a de plus en plus de gens qui prennent de plus en plus de médicaments sur des périodes de plus en plus longues. Donc, il y a toute cette problématique autour de l'interaction entre les différentes substances, etc., etc. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, dans le champ même de la santé, on est encore aux prises avec toute la question de la non-adhésion au traitement, donc la non-observance. Donc, on ne sait pas toujours si les gens prennent les médicaments qui leur ont été prescrits, s'ils les prennent correctement, etc. Et puis ça peut avoir une incidence, évidemment, à la fois sur l'évolution de la maladie qui est en cause et à plein d'autres niveaux. Et si l'intelligence artificielle permet de plus en plus de trouver des dispositifs, par exemple, pour évaluer plus réalistement s'il y a adhésion ou non à ces traitements médicamenteux, on est encore loin de ça dans les faits. Mais en fait, il y a plus que ça, dans le fond. Moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est là-dessus que je travaille, même si là, je vais y passer très, très vite, c'est sur le phénomène donc de pharmaceuticalisation, c'est-à-dire donc d'utilisation des médicaments dans la sphère médicale, mais bien au-delà de la sphère médicale, à des fins tout à fait différentes des fins thérapeutiques pour lesquelles, dans le fond, ils sont mis sur le marché.
Donc, l'utilisation à partir de logiques hédonistes, ritualistes, cosmétiques, productivistes, donc toute la question de la performance. Alors, et ça m'amène donc à ouvrir très, très rapidement sur le phénomène des smart drugs, à ne pas confondre avec les smart pills. Donc, les smart drugs, c'est-à-dire, donc, dans le fond, l'usage de médicaments, entre autres de psychostimulants, mais il y a bien d'autres sortes de médicaments d'ordonnance qui sont utilisés en dehors de la sphère médicale et complètement, donc, dans cet angle mort par rapport à la médecine. Médicaments d'ordonnance utilisés par des gens auxquels ces médicaments-là n'ont pas été prescrits. Et, à des fins de performance, et on le voit, que dans le fond, cette sphère de santé, les frontières avec la maladie, on l'a vu, se déplacent, mais aussi avec la question de la performance, on a des déplacements. Donc, l'usage des smart drugs, c'est un phénomène dont on a pris conscience depuis longtemps, puis qui est relativement répandu, en fait, beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. C'est très difficile à capter, mais sur les campus universitaires, etc., on a beaucoup documenté le fait que des étudiants, par exemple, en fin de session ou pour se concentrer pendant les cours, pour passer des nuits blanches et faire leurs travaux correctement, utilisaient donc des psychostimulants. De toute façon, ça fait aussi souvent la manchette. L'utilisation de psychostimulants est en hausse. Parmi ces psychostimulants, Ritalin, Concerta, etc., etc. Mais comme je disais, il y a beaucoup d'autres médicaments aussi qui sont utilisés des médicaments d'ordonnance utilisés à d'autres fins qu'à des fins thérapeutiques, par exemple. Et c'est un des sujets, un des projets sur lesquels je travaille. Par exemple, dans certains milieux, les musiciens, lorsqu'ils ont des performances à faire, finalement, les bêta-bloquants pour atténuer, finalement, les signes du tract, en fait, du stress. Les camionneurs qui prennent toutes sortes de médicaments pour justement rester alerte, ne pas s'endormir, etc. Donc, angle mort. Et la raison pour laquelle je parle de porosité de la frontière entre sphère médicale et sphère sociale, c'est qu'en fait, beaucoup de cette circulation, dans le fond, de médicaments dans l'ensemble de la société, en dehors de la sphère médicale et du système médical, origine, en fait, de la prescription, des pratiques de prescription des médecins. Donc, il y a une vraie porosité, mais il y a un vrai angle mort à ce niveau-là aussi, au niveau des données de santé. Finalement, dernier élément, l'effacement de la frontière entre vie privée et espace public. La quête de la santé parfaite. En fait, quand je disais tout à l'heure par rapport à la médicalisation et au déplacement de la frontière entre normal et pathologique, que la médecine préventive avait comme aspiration de faire mieux que bien, en fait, la population et les populations que nous sommes dans les sociétés occidentales contemporaines ont comme aspiration d'être mieux que bien, en fait. Donc, on est dans le fond, depuis la fin du 20e siècle et encore aujourd'hui, pousser à performer le plus possible et à repousser, dans le fond, nos limites. Donc, Robert Nye, qui est un historien aussi, parlait de médicalisation. Il disait que l'ironie, en fait, de ce développement qu'est la médicalisation, et pour avoir des corps et des populations parfaitement en santé, il fallait avoir complètement intégré, dans le fond, une vision tout à fait médicalisée de la vie. Et je trouve que c'est assez intéressant comme perspective. Et c'est un fait qu'on a intériorisé beaucoup les injonctions d'autonomie dans nos sociétés individualistes, néolibérales. Autonomie, responsabilité par rapport à la santé, mais plus encore aussi productivité, performance et optimisation de soi. Et ici, j'avais fait un genre de cartographie de de plusieurs des activités et des mouvements sociaux extra-médicaux, donc en dehors complètement de la sphère médicale et du système de santé, mais qui visent, dans le fond, d'une façon ou d'une autre, une optimisation de soi. Donc, à travers tout ça, on voit... Oups.
On voit ici, on voit les smart drugs, mais on voit aussi, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, ce qu'on appelle le self-tracking. Donc, je ne sais pas quel est le terme en français, mais vous allez reconnaître tout de suite. Dans le fond, c'est le fait, donc, d'utiliser justement des applications qu'on appelle de lifestyle ou de fitness, qui visent à monitorer le poids, l'activité physique, l'alimentation, le niveau de stress, le cycle menstruel, la santé reproductive, etc., et qui sont très souvent pairés avec des montres intelligentes, Fitbit, Apple Watch, etc., et donc des biocapteurs, finalement, qui sont équipés donc de bandes, qui sont équipés de bandes équipées de biocapteurs pour relever la pression, le rythme cardiaque, les calories brûlées, le cycle du sommeil, etc., etc. D'ailleurs, je me suis réveillée ce matin après avoir fait une mise à jour de mon téléphone et j'avais une nouvelle application que je n'ai pas demandée qui s'appelle, je ne sais plus trop, là, avec Apple, et qui s'appelle, tu sais, mise en forme ou quelque chose comme ça. Donc, et en fait, toutes ces applications et tous ces appareils qu'on porte sur soi tout le temps, comme faisant partie intégrante de notre corps, génèrent énormément, dans le fond, de données de santé aussi. Mais là encore, qui passent d'une part largement sous le radar, dans le fond, de ce qui se passe à l'intérieur du système de santé, mais qui n'en sont pas moins des données de santé qui, éventuellement, peuvent servir à différentes fins. Et il y a Deborah Lupton, qui est un peu une des chefs de file de la sociologie du digital ou du numérique, qui nous disait, il y a 5 modes je ne sais pas si j'appellerais ça des modes de partage des données générées par le self-tracking. Il y a le mode privé, donc les individus qui utilisent ça, mais qui gardent leurs données pour eux, du moins c'est ce qu'ils pensent. Ceux qui partagent avec les internautes de leur communauté, Weight Watchers ou je ne sais pas, Runkeeper ou je ne sais pas quoi, et donc ils s'encouragent mutuellement entre eux. Les données qui sont poussées, donc l'individu va être fortement encouragé à s'engager dans un programme de self-monitoring par des autorités institutionnelles ou organisationnelles dans lesquelles il s'inscrit, l'employeur qui va développer des programmes de fitness et de bien-être et qui va fortement encourager ses employés à y participer. Le médecin, mais l'assureur aussi qui va, dans le fond, procurer des rabais ou offrir des rabais à ses clients qui vont accepter de partager leurs données avec lui. Finalement, aussi, autre mode, lorsque c'est imposé, l'individu donc se voit imposer le self-tracking dans le cas de programmes de monitorage des addictions, alcool ou drogue, etc. Et finalement, les données qui sont générées par le self-tracking, qui sont exploitées par différents acteurs et organisations à des fins commerciales, managériales, gouvernementales ou de recherche, comme on a vu un petit peu aussi plus précédemment. Et donc, les enjeux, évidemment, je pense que j'étais pas là hier, je m'en excuse, mais je pense que tous ces enjeux-là sont les mêmes que ce qui concerne toutes les données de santé qui circulent à l'intérieur, donc, et qui sont générées par le système de santé, préservation de la vie privée, propriété des données, sécurité des données. Mais tout ça participe donc à cette économie du digital et en ce qui concerne le self-tracking ou enfin tout ce que je viens de décrire, on est devant donc des applications par exemple qui sont vraiment développées commercialement, évidemment, à des fins de générer des profits et donc qui échappent peut-être encore plus à n'importe quel type de réglementation. Et donc par exemple, la sécurité des données, et merci à Aude qui m'a envoyé cet article récent, qui nous dit, dans le fond, c'est une recherche qui porte sur les applications qui s'adressent plutôt aux femmes, en fait, sur le cycle reproducteur, donc qui compile toutes sortes de données, ovulation, etc., cycle menstruel, et qui montre que les 23 qui sont les plus mondialement
23 applications qui sont le plus mondialement utilisées ont des politiques de préservation de la vie privée qui sont très mal montrées finalement. Il y a presque la moitié, dans le fond, qui ne demandent pas le consentement, donc des utilisateurs ou utilisatrices avant de partager des données. Il y en a les 3/4. Il y a 87% qui partagent des données avec des tiers parties, sans qu'on le sache nécessairement. En fait, comme utilisateur profane, on est très naïf par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, c'est très inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant que ça peut être récupéré au niveau politique. Donc, dans cet article, on parle effectivement des dangers, en fait, pour les Américaines qui souhaitent éventuellement, qui voudraient se faire avorter et qui risque de voir, dans le fond, ces données-là provenir aux oreilles, dans le fond, des États qui sont anti-avortement, etc., etc. Et donc, je m'en voudrais de terminer sans évoquer, finalement, le spectre de la Chine et de... Ici, c'est un article tout récent aussi sur la question de l'intégration, finalement, de toutes les dimensions, dans le fond, qui peuvent permettre de rationaliser un système de santé. Puis, c'est louable de vouloir rationaliser à l'extrême son système de santé. On sait comment le nôtre fonctionne et comment, dans le fond, ça coûte cher et qu'il y a beaucoup de... Il y a place à l'amélioration, beaucoup. Mais le spectre de la Chine, ben, c'est la récupération politique aussi, et c'est beaucoup une surveillance numérique qui est absolument, qui laisse dans le fond absolument plus de prise à quelque initiative que ce soit. Et donc, dans le cas de cet article-là, en fait, il donne l'exemple dans un monde idéal, d'un petit docteur de village qui va, dans le fond, être complètement, mais là, complètement surveillé à tous les niveaux dans sa pratique clinique, sur les outils qu'il utilise. Et on peut, dans cette espèce de dystopie-là, imaginer, par exemple, un gouvernement qui voudrait à la fois utiliser les données de santé générées par le système de santé et à la fois utiliser les données de santé qui sont un peu partout dans le reste de la société dont je parlais, self-tracking, etc., pour identifier les bons citoyens thérapeutiques et les départager des mauvais citoyens thérapeutiques qui, eux, dans le fond, pourraient éventuellement, dans cet esprit de rationalisation, se voir refuser certains soins de santé. Bon, dystopie peut-être, mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir aussi. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Joanne, pour cette présentation fascinante et en même temps terrifiante, qui me conforte par ailleurs dans mon choix de porter une montre qui n'est pas du tout intelligente, qui a été achetée par mon père à Paris en 1947 et qui donc ne fournit aucune donnée à qui que ce soit. Avant d'ouvrir peut-être à la salle, j'aurais quelques questions à te poser. Le portrait que tu dresses est un portrait qui nous amène en plein dans le cœur de ce dont je voulais que l'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les conceptions de la santé qui sont à la base de tous nos systèmes ne sont jamais neutres. Ils sont le résultat de choix, mais parfois de non-choix également. La première partie de ta présentation fait état d'une sorte de concaténation de différents facteurs qui ont donné lieu à ce qu'on passe de cette conception binaire de la santé comme étant maladie, non-maladie, à quelque chose qui est davantage du côté de la prévention. On commence à pathologiser des états qui sont précurseurs de ce qui, à une certaine époque, et là, ça ouvre la porte à toutes sortes de choses. Donc, est-ce que quelqu'un, je pense à l'expression de Foucault, là, la stratégie sans stratège, c'est un système qui a été créé sans que quiconque n'ait voulu qu'il soit mis en place. Et une sorte de pente savonneuse également, une sorte de pente, là, le premier pas n'est pas nécessairement, ma foi, complètement à rejeter. L'idée de la surveillance, de voir venir les choses plutôt que de les confronter lorsqu'elles sont déjà pathologiques, ma foi, c'est pas une mauvaise chose. La première question... J'imagine que si vous aviez la réponse, vous ne serez peut-être pas là. Est-ce que vous voyez des manières, disons, de
de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de faire de sorte que, premièrement, et ce qu'il y a peut-être dans les environnements que vous étudiez, dans votre travail de sociologue, des endroits où on commence à se dire, mais il faut que nous soyons, davantage que nous ne le sommes, maîtres de la conception de la santé qui travaillent nos institutions et qui essayent de départager les bonnes et les mauvaises, dimensions de ce qui, dans votre présentation, ressemble vraiment là, à une sorte de pente glissante à laquelle nous n'avons pas su résister. Petite question, là, vous avez 30 secondes. Non, oui. Est-ce que... OK. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut départager? Effectivement, c'est certain que c'est tout à fait louable justement de vouloir anticiper le développement des maladies puis de prévenir tout ça. Et comme on disait ce matin, je pense que c'est Mylène qui disait, bien, si on est à l'hôpital et qu'il y a un nouveau dispositif qui permet vraiment de diagnostiquer, ou en tout cas, c'est sûr qu'on va vouloir avoir les meilleurs soins. Et ça, c'est bien, mais comment faire la part des choses? Et est-ce qu'il y a des façons ou des lieux de ne pas passer le bras dans le torteur? Dans le fond, c'est un peu ça, là. Je sais pas, moi, je travaille surtout sur les problèmes, mais pas nécessairement sur les solutions. Mais, ça, c'est pour les philosophes. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut être capable... Je pense qu'il faut être capable de prendre un certain recul. Quand je parlais tout à l'heure, il y a vraiment une convergence de tous ces phénomènes-là. Mais il y a beaucoup aussi cette intériorisation de tout ça. Tu sais. On entend tout le métadiscours, c'est la santé, c'est surtout depuis la pandémie encore plus. Le système de santé, la santé, c'est important. Puis, comme je disais, la santé, c'est aussi la performance, l'optimisation et la réussite et l'intégration sociale. Tu sais, tout ça est vraiment complètement, assez étroitement associé pour que, par exemple, mettons, dans nos universités, moi je pense à ma faculté, les étudiants aient un stress de performance qui est absolument aberrant, en tout cas, tu sais, par rapport à ce que c'était il y a 20, 30, 40, 50 ans. On dirait que c'est une chose qui s'amplifie, mais j'avoue que je ne sais pas trop comment on peut... je pense que l'isolement, c'est certainement pas une bonne chose. Puis je pense que, par ailleurs, le partage puis la mise en communauté de certaines choses, ça peut permettre de relativiser, mais au-delà de ça, Est-ce que vous voyez, peut-être vous poser davantage une question donc de sociologue qui observe le terrain, est-ce que vous voyez des lieux de résistance, que ce soit ici ou ailleurs? Il y a quand même un paradoxe dans la trajectoire que vous décrivez, parce qu'on part d'un modèle qui est hyper médicalisé. Le médecin dit à son patient, vous êtes malade, voici des pilules. Et là, on s'est dit, non, faut étudier les problèmes en amont, faire de la prévention, marcher, manger sainement, etc., peut-être voir venir les problèmes, mais qui génère lui-même son hypermédicalisation et le phénomène de la pharmaceuticalisation, ce que vous dites, etc. Donc, est-ce qu'il y a des lieux de résistance à cette espèce de passage presque ironique, là, qui revient en quelque sorte à la surmédicalisation, auquel on peut penser que la santé publique était une sorte au départ, là, de résistance, une sorte des lieux de saine santé publique plutôt que de santé publique qui donne lieu à ces phénomènes un peu pathologiques que vous avez évoqués? Bien, saine santé publique, je ne sais pas, mais lieux de résistance, oui, parce que la question de l'identité, c'est extrêmement important dans nos sociétés occidentales, contemporaines. Puis je pensais tout de suite à toute la question de ce qu'on appelle la phobie sociale ou le social anxiety disorder, l'anxiété sociale, qui est dans le fond, de médicaliser en fait des comportements de timidité extrême. Et il y a, par exemple, parce qu'Internet a du bon aussi, donc des forums de discussion, des lieux d'entraide de personnes qui ont des caractéristiques de personnalité qui ne sont pas celles qui sont les plus valorisées dans nos sociétés actuelles, donc des personnes qui sont moins introverties et tout. Et il y a donc, ce sont des lieux d'échange et de résistance aussi parce qu'il y a depuis une dizaine d'années tout un mouvement très fort sur l'introversion. Et donc, des gens qui disent
nous, on est différent de ce qui est, mettons, valorisé, d'extraversion, etc. On est des personnes plus introverties, mais il y a tout un façonnement, tu sais, dans le fond, d'une identité différente et toute une résistance par rapport à la médicalisation d'un type de comportement qui est comme juste celui qui est peut-être même pas minoritaire, mais en tout cas moins valorisé, puis qui a été médicalisé au cours des dernières décennies. Donc ça, moi, je trouve que c'est encourageant parce que tout ce qui peut encourager la compréhension puis l'ouverture par rapport au fait qu'il y a des différences, puis qu'il y a pas seulement une façon d'être ou puis une façon d'avoir l'air d'eux, etc., mais qu'il y a une multitude de façons, puis que tout ça n'a pas à entrer automatiquement dans la sphère de la maladie, parce que alors, bon, Internet joue un rôle très important. Les forums, à ce niveau-là, permettent d'être des lieux, justement, de résistance, entre autres, là. Avant de me tourner vers la salle, et ce n'était pas prévu au programme, mais jusqu'à 4 heures, c'est moi le boss, donc c'est Lise la boss, en fait, mais elle est loin de son micro. J'aurais envie, en fait, de vous demander, Anne-Sophie et Pierre, vous avez écouté la conférence la conférence qu'on vient d'entendre sur... Et vous avez est-ce que vous voyez dans les plateformes que vous étudiez qui vont avoir un impact massif en Europe, au Canada, une sensibilité de la part de ceux qui sont des concepteurs de ces plateformes au genre de préoccupation que Joanne a évoqué? Quand on se tourne vers l'autre pour qu'il réponde en premier, c'est que la question est vraiment bonne et difficile. Donc... Ça marche. En fait, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans la présentation qui ont été faites. C'est une question qui a été déjà avancée ce matin par le professeur Caron, de dire quelle est la définition de la donnée de santé. Et on voit bien dans ces frontières qui sont difficiles à établir, le passage entre ce qui est privé, ce qui est social, c'est une problématique que l'on a, et notamment quand on va partager des données, jusqu'où on définit la donnée de santé. Puis jusqu'où va le partage, c'est une considération qui est assez importante. L'autre élément que peut-être qui m'interpelle beaucoup, c'est aussi en lien avec votre première question, peut-être Daniel, c'est le contexte en fait dans lequel on crée ces plateformes de santé. Et c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai vraiment insisté sur la démarche qui a été faite dans le cadre de l'Union européenne. Alors j'ai mis de l'avant que c'était une démarche de bien commun, mais c'est clairement une démarche de bien commun qui est instrumentalisée, parce qu'on ne va pas se leurrer. On est quand même dans le marché unique, et le marché unique, c'est le marché. Et on en fait du bien commun de la santé. On est en train d'en faire un avantage concurrentiel vis-à-vis de la Chine, que vous avez mentionné, vis-à-vis des États-Unis. Donc il y a un contexte, une instrumentalisation du bien commun qui est à considérer. Alors, moi, j'ai voulu ma présentation volontairement alarmiste sur l'obligation de sécurité légalement parlant, mais quand même, les plateformes de partage des données de santé, je veux rassurer, elles tiennent compte de cet enjeu de sécurité des données et de protection, alors que pour toutes les applications digitales, l'enjeu de sécurité n'est pas forcément pris en compte, on va vendre les données à des tiers, sont forcément informés, etc. Donc, effectivement, là, il y a vraiment une différence d'appréhension de la donnée, alors qu'on est bien sur la donnée de santé qui, potentiellement, doit avoir le même régime juridique de protection. Donc là, il y a vraiment effectivement un vrai problème. Et la solution, c'est finalement de renforcer les contrôles sur ces applications, parce que pour l'instant, on est sur un angle mort où il n'y a pas vraiment de contrôle qui est opéré par les autorités. Et il faut renforcer ces contrôles, donc justement alerter sur le problème pour enfin trouver le contrôle et le sanctionner ensuite. Alors, je me tourne vers la salle pour voir si, sur toutes ces questions passionnantes, nous avons quelques minutes, je crois, pour une dizaine de minutes pour des questions, ce qui est pas mal. Et après, il va y avoir une pause? Absolument. C'est la main de fer du président qui subtile, mais rigoureuse. Question. Bonjour, Annabelle Comène, Université de Sherbrooke. Merci, je trouve super intéressante la discussion. J'aimerais revenir à la première question magnifique du professeur Weinstock. Donc, si on parle de la prémisse que peut-être que les chercheurs sont des êtres naturellement réflexifs et qu'on adhère à une recherche interdisciplinaire avec sociologues et philosophes, pensez-vous que, et je reviens à votre image de pente savonneuse, un pas à la fois, est-ce qu'on peut se donner des mécanismes pour qu'à chaque pas,
par des colloques, par l'adhérence à des principes comme la Déclaration de Montréal, etc., on se donne un espace réflexif pour réévaluer, regarder les angles morts. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait... Donc, il y a des organismes subventionnaires qui pourraient mettre des exigences, des colloques. Voyez-vous des moyens, justement, pour se donner un espace réflexif pour avancer avec sagesse? Oui. Oui, oui. Je pense qu'on parlait plutôt d'interdisciplinarité. Ça fait longtemps qu'on parle d'interdisciplinarité par rapport à toutes ces choses-là, mais ou par rapport à tout. De toute façon, toute la recherche dans le milieu universitaire entre pas la volonté, mais entre le désir de faire de l'interdisciplinarité puis les moyens institutionnels de le faire, il y a quand même une marge. C'est vraiment pas si évident que ça. Pourtant, moi, en tout cas, je trouve qu'on avance tellement quand on échange d'une discipline à une autre et puis qu'on regarde sous ces différents angles disciplinaires-là un même phénomène. Mais institutionnellement, c'est même pas si simple que ça, là. Mais... Bonjour, je ne me présente pas. Évidemment, j'allais prendre la parole. Un regard un peu peut-être positif dans ce qui est les pistes de solutions, parce que on pense toujours au problème, et on pense que c'est par le problème qu'on va trouver la solution. Moi, je regarde la diapo, je vois données numériques en santé, puis Daniel parlait de toutes les conceptions de la santé. Si on renomme ça en disant c'est des données numériques de la gestion de la maladie, déjà, est-ce que là, on ne libère pas un 50% de la réalité en se disant c'est une chose, c'est louable, faisons des choses là-dedans, mais on se libère un espace conceptuel où on peut regarder le monde avec les deux yeux sans arrêter de faire des combats et des oppositions. Et en disant qu'est-ce qu'on peut mettre comme force, comme énergie, comme fond, comme développement, comme pensée, bref, pour développer cet autre côté-là, qui pourrait être une force équilibrante dans toutes ces pentes glissantes qui nous font peur. Donc c'est un regard un peu comme piste de solution de comment on peut sortir de ces catégories conceptuelles. Je peux donner un exemple concret parce que c'est dur de l'appréhender et ça va être un exemple personnel. Je suis myope, visiblement. J'ai beaucoup lu dans ma vie d'articles scientifiques puis tout ça. Et quand j'avais 20 ans, mon père me disait « Veux-tu te faire opérer les yeux ?» Ma sœur l'avait fait, l'opération, moi je ne l'avais pas fait. Et là, c'est opération des yeux, c'est une technologie, c'est chouette que ça existe, en 15 minutes, je peux ne plus avoir de lunettes, puis tout ça. Et ça veut dire, moi j'ai refusé, donc j'étais avec l'idée, de toute ma vie, je serai myope, et c'est comme ça va empirer tout ça. Mais en fait, ma vue s'est améliorée. Est-ce qu'on est capable de penser l'amélioration de la santé? Moi, quand je vais dans Google, dans ce monde de data, c'est comme, non, la myopie, c'est pour toujours. En fait, non, le vivant est vivant, les muscles retravaillent, il y a une résilience. Et est-ce qu'on est capable de penser la réalité à partir du présent et pas à partir des données qui sont un reflet aussi du passé? Et là-dedans, il y a toute la question de est-ce que quand on voudra tout contrôler, on va vouloir traquer dans le temps présent parce que c'est plus efficace, parce qu'on va pouvoir répondre aux crises. Bon, ça, j'ouvre une autre porte, mais toute cette question de comment on peut penser l'autre côté de l'amélioration de la santé. Et pour la petite histoire personnelle, ma myopie est passée de -4 aux 2 yeux à -1,5 maintenant. Ça fait que là, j'ai des lunettes pour lire les diapos. 90% de mon temps, je fonctionne sans lunettes, ce qui est un truc que je n'aurais jamais pensé possible. Donc, c'est tout ce truc de comment on peut essayer de penser des possibles qui n'étaient pas possibles, comment on peut créer des cases conceptuelles pour penser ces idées, pour ensuite les mettre en action. Et je pense que les pistes de solutions seront dans ces espaces-là, dans le fait de pluraliser nos visions de ces choses-là et de les rendre compatibles, en disant il y a et ça, 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 et d'étaler ça. En tout cas, c'est une idée, c'est une perspective. J'aimerais vous entendre rebondir là-dessus, et je vous remercie pour cette présentation que j'ai adorée. Je te salue, Joanne, ça fait plaisir de te voir. Merci. Mais, bon. Mais, en fait, moi, je suis certaine qu'il y en a des pistes de solutions. D'ailleurs, moi aussi, ma myopie s'est améliorée. Mais le problème, c'est que
on a un rapport au temps qui est particulier aussi dans nos sociétés. On n'attend pas non plus. Puis quand les solutions... on dit souvent par rapport aux médicaments, par exemple, que c'est une solution facile. On peut parler de déficit d'attention ou de toutes sortes de problèmes de santé mentale qu'on va essayer de régler de cette façon-là. Et parfois, c'est nécessaire, mais parfois, ça pourrait être à travers d'autres ressources humaines et autres qu'on pourrait régler le problème, mais ça coûte moins cher, etc. Il y a vraiment tout ça qui joue. Mais honnêtement, je ne sais pas comment, autrement que de... je sais pas autrement que de partager, puis justement, puis les plateformes, les forums, les échanges entre humains, tout ça, ça permet, je pense, d'avancer, mais puis de trouver d'autres types de solutions. Si on pense à l'isolement, par exemple, des personnes âgées, on en parlait ce midi, là, comment ça se fait que les personnes âgées dans notre société sont mises à l'écart, alors qu'il y a plein d'autres sociétés où on les intègre, etc. Je pense que l'innovation, c'est pas seulement dans le numérique, en fait, qu'il faut la faire. Hein. Je veux dire, c'est aussi dans les relations humaines puis tout ça. Là. Mais merci pour ta question, Victoria. Oui, donc, je m'appelle Étienne Boucher. Donc, c'est un peu rester dans la temporalité là, donc, tout ce qui était en lien avec la pharmaceuticalisation a été présenté plus sur un axe de comme malade, sain, puis performance, mais il y a la dimension temporelle, donc comme dans ce milieu-là, ce contexte-là, comment c'est considéré? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les effets longitudinaux ou les effets à plus long terme de consommer, que ce soit un médicament pour améliorer les performances maintenant, mais à long terme, c'est les effets, ou est-ce que c'est des questions que les gens qui en consomment sont tellement dans leur objectif de performance qu'ils font abstraction de ça, ou c'est quoi? Ouais. Bien, en fait, il y a beaucoup d'études là, depuis la fin des années 2000 sur ce qu'on appelle les smart drugs, mais dans le fond, on pourrait les appeler autrement là, pour être plus alerte, etc., etc. Il y a beaucoup de controverses au niveau des effets réels, dans le fond. Est-ce que ça rend plus intelligent? Non. Est-ce que ça rend plus performant? Peut-être. Est-ce que ça fait sauver du temps? Peut-être. Bon. Puis est-ce qu'à long terme, ça a des effets dangereux ou pas? Là aussi, il y a beaucoup de controverses, en fait, parce qu'il y a des paradoxes aussi. Et c'est là qu'on voit un petit peu se profiler aussi les rapports de pouvoir. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont un diagnostic de TDAH, par exemple, trouble de déficit d'attention, et qui vont se faire prescrire ces médicaments-là et qui vont les prendre pendant plusieurs décennies, dans le fond, et qui s'en portent pas nécessairement plus mal. Et donc, de dire, à long terme, c'est peut-être dangereux. Bon, là, ce que les médecins vont dire, c'est parce que ça leur a pas été prescrit, il faut regarder les dosages, etc., etc. Donc, il y a certainement des effets, mais c'est parce qu'il y a une prétention de... C'est compliqué, là, mais il y a une prétention, dans le fond, au cœur de la médecine, de dire que c'est des médicaments spécifiques qui ont des effets spécifiques qui vont cibler les mécanismes pathogènes, et puis que si tu n'as pas ce problème-là, spécifiquement, par exemple, de déficit d'attention ou d'autres choses, dans le fond, le médicament, il ne te fera rien, mais en réalité... c'est pas si clair, parce que, ça a des effets comme l'alcool, comme n'importe quoi, là, ça a des effets sur n'importe qui. Mais il y a beaucoup de controverses, en tout cas, tu sais. Tout n'est pas arrêté, mais moi, pour en avoir parlé à plusieurs reprises, puis avoir fait quelques conférences un peu sur le phénomène, sur la dimension sociale, les gens demandent tout le temps, mais oui, mais tu sais, est-ce qu'il y a des effets... dangereux, parce que sinon, on en prendrait, en fait, c'est ça. S'il n'y a pas de danger,
pourquoi ne pas en prendre? Et c'est là où il faut se questionner, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a envie d'en prendre? Tu sais? En tout cas. On a le temps pour une brève dernière question. Oui, en fait, bonjour, Christina Kekesh-Lafrance, je suis avocate et conseillère en éthique clinique. Je voulais vous entendre sur les revues scientifiques. Vous avez parlé de l'instrumentalisation du bien commun, l'accès à l'information, les gens qui prennent en charge leur propre santé. Et il y en a plusieurs qui ont fait preuve de générosité pendant la pandémie puis qui ont mis gratuit tout le contenu sur la COVID. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait voir beaucoup de contenu gratuit pour leur propre crise humanitaire ou personnelle. Alors, en quoi est-ce que eux, vous considérez que c'est un obstacle également? Ou, en fait, un obstacle, oui, je dirais. Merci. C'est pas nécessairement moi, ça. Je peux laisser la question. Anne-Sophie, c'est vrai que c'est toi qui avais abordé l'instrumentalisation du bien commun. Ouais. Si je vous fais une réponse en droit européen, je vous dirais qu'avec le texte qui est en train de se tramer sur le Data Act, on va tout simplement poser des obligations de partage. Donc les personnes n'auront plus tellement, notamment pour les suivis épidémiologiques et particulièrement pour la pandémie, on va obliger au partage auprès des instances nationales. Et l'autre élément qui est très important dans l'Union européenne, c'est le développement de la notion d'altruisme des données, en fait, qui est une notion qui est intervenue dans le règlement de la gouvernance des données, qui a été adopté, qui va entrer en vigueur en septembre 2023. Et dans ce texte, l'Union européenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle structure le marché de la donnée en deux volets. Un marché marchand, tout simplement, avec des intermédiaires de partage, et un second volet qui a un but non lucratif, qui est l'altruisme des données. Et l'Union européenne attend énormément de ce second volet, justement, pour se justifier une conduite, pour peut-être se justifier une légitimité, une acceptabilité sociale, un engouement dans les espaces européens de données de santé, mais il n'y a pas que la santé qui va être un sujet socialement discutable. Donc voilà, ce sera peut-être sur une base à la fois obligatoire et sur certaines modalités, un altruisme des données, mais qui va être très encadré institutionnellement. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre davantage, c'est en gestation tout ça. Juste pour continuer à faire du chemin sur l'altruisme des données, parce qu'on a vu que ce concept-là aussi les entreprises privées s'étaient beaucoup approprié le concept d'altruisme des données. Puis là, la question qu'on pourrait se poser, c'est justement, est-ce que c'est un processus marketing qui fait en sorte que je peux aller chercher d'autres données, parce que c'est plus ou moins encadré là, présentement, puis il y a un flou au niveau juridique, si je comprends bien. Alors tout à fait, Lise, parce que l'altruisme des données, ça a commencé à émerger il y a quelques années, et l'idée que des entreprises se portent des garantes de la collecte de données, d'une utilisation socialement acceptable, a commencé à être émergée sous couvert de pratiques particulières. Notamment, il y avait l'exemple de la privacy avec Apple ce matin, qui était assez problématique. Là, avec l'Union européenne, on a quand même fait un pas énorme dans le concept d'altruisme des données, parce que ça devient un concept technique et très balisé. Notamment, l'organisation qui va être altruiste des données va devoir, pour être altruiste des données, elle va devoir être agréée comme organisation altruiste des données. Puis il y a beaucoup de garanties institutionnelles qui devront être mises en place en termes d'indépendance. Plus il y a des garanties du point de vue de l'usage des données, des finalités, de partage des données, à qui on partage, comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on collecte des données. Il y a un label qui va être mis en place, il y a un formulaire qui est en train d'être constitué. Donc ça va être quand même un cadre qui va être assez rigide. Pour certains, on voit ça d'un très bon œil en disant « ouais, super, l'altruisme des données, ça va avoir du sens ». D'autres se disent « non, ça va être tellement contraignant qu'en fait, il y a 3 organisations qui vont aller se mettre comme organisation altruiste des données ». Donc là, on est dans un entre-deux, mais c'est sûr que pour l'espace européen des données de santé, c'est un espace qui va être bâti sur justement cet altruisme des données. Donc il faut que ça marche si on veut que l'espace européen des données de santé fonctionne. On va prendre la pause. On a une douzaine de minutes. Alors, rappelle qu'il y a une affiche à consulter. Le citoyen est patient partenaire 4.0. Vous l'avez là. Geneviève David est dans la salle. Il sera près de son affiche dans le couloir. Et l'affiche est également disponible en séance virtuelle sur 4Waves. Et merci beaucoup à tous les 3 pour ces présentations fascinantes.